Bien, bon après-midi à tous. Je m'appelle Nicolas Garnier, je suis le délégué général d'Amorce, l'Association nationale des collectivités pour la gestion de l'énergie et des déchets en France. On m'a demandé d'animer cette plénière consacrée à la planification. Vous n'êtes pas sans savoir, puisque maintenant vous êtes tous des grands spécialistes de la transition énergétique, que la loi de transition énergétique a défini des objectifs extrêmement ambitieux, que ce soit en matière de réduction des gaz à effet de serre, moins 40% d'ici 2030, de baisse des consommations d'énergie, moins 20% d'ici 2030, d'augmentation des énergies renouvelables, plus 32% d'ici 2030. Je recale ces trois éléments-là parce que vous verrez que c'est finalement le fil conducteur de notre réflexion sur la planification. Dans le même temps, aujourd'hui, on compte près de 500 plans climat territoriaux. Et on est dans cette phase un peu, j'allais dire, de maturité de la planification énergétique, où tous les territoires se sont mobilisés pour planifier les questions d'énergie. Donc on a effectivement sensibilisé, mis en action les territoires, et on sent en même temps que atteindre ces objectifs, les nouveaux, les anciens, ça commence à devenir un peu compliqué, les langues se délient et on ose dire qu'il va peut-être être difficile d'atteindre les 32% de NR ou les moins 20%. Alors ça ne veut pas dire qu'on va aller jouer des fétistes ce soir, au contraire. En fait, la réalité, c'est plutôt de se dire quels vont être les nouveaux outils de planification qui vont permettre de nous mettre en mode, si vous me permettez, en mode résultat, c'est-à-dire non seulement mettre autour des tables les acteurs qui peuvent intervenir dans nos objectifs de lutte contre le changement climatique, par exemple, mais également savoir comment les faire tous intervenir, les faire tous agir et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés pour rester crédibles et pour que le projet politique que porte cette planification énergétique reste mobilisatrice pour les villes, mais aussi pour les campagnes. Lors de cette table ronde, je vous propose donc d'accueillir Hélène Geoffroy, qui est vice-présidente du Grand Lyon et qui nous parlera en particulier de ce qu'on appelle le schéma directeur de l'énergie ou des énergies du Grand Lyon. Également Brigitte Bariol, qui est déléguée générale de l'AFNO, la Fédération nationale des agences d'urbanisme, et enfin Olivier Dehaze, on dit Dehaze, qui est vice-président de Rennes Métropole et qui abordera en particulier la question des planifications sous toutes ses formes. On va essayer pendant ces 7h30, et si vous en êtes d'accord, de fonctionner un peu en mode brainstorm. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un terrain mouvant, on n'est pas là pour vous annoncer comment il faut faire la planification énergétique de deuxième génération. On est vraiment dans cette phase j'allais dire, d'effervescence, où tout le monde tente des choses, des nouveaux outils, ça va être le cas d'Hélène Geoffroy, de s'appuyer sur les outils existants, ça va être le cas d'Olivier Dehaze, et puis Brigitte viendra apporter son regard, j'allais dire, urbanistique sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est en particulier de se dire en quoi le SRCAE de nouvelle génération, donc le SRADET, pour ceux qui connaissent, le schéma régional d'aménagement du territoire, va être un nouvel outil plus efficace en matière d'atteinte de ces objectifs, en quoi le PCAET, le nouveau plan climat, air, énergie, territoire, va l'être aussi, et surtout en quoi on va réussir à diffuser ces questions d'énergie dans toutes les autres formes de planification. On pense en particulier au SCOT, au schéma de cohérence territoriale, mais également au PLU, au PLAH, avec toujours en tête probablement les deux grands leviers que portent en eux les outils de planification. D'une part, la mobilisation, et d'autre part, une forme de prescriptivité, et probablement qu'une partie des débats, à terme dans cet après-midi, concernera la question de la prescriptivité. Et dit autrement, je vous propose qu'on se pose tous cette question, comment les trois objectifs que j'ai énoncés et qui sont dans la loi, à la fin des fins, se retranscrivent dans tous ces documents de planification. Vous verrez que ce n'est pas si simple que ça et qu'on aura aussi un certain nombre de limites. Alors je vais commencer par donner la parole donc à Hélène Geoffroy, qui va... pardon, à Olivier Dehaze. On avait dit Olivier Dehaze, excusez-moi, c'était juste pour nous réveiller. Ils ont tous eu peur, surtout celle qui devait parler plus tard. Donc on va donner la parole à Olivier Dehaze pour nous expliquer un petit peu comment il s'est, j'allais dire, il a climatisé, comme dirait Brigitte, ou énergisé un SCOT, pour en faire un autre outil ou un outil de planification énergétique, alors que le SCOT, on le sait, c'est fondamentalement, c'est d'abord un outil d'organisation territoriale. Comment tu t'y es pris et quelles limites tu en vois? Et est-ce que par rapport aux questions que je pose, c'est-à-dire est-ce que tu penses que ton SCOT énergétique va te permettre d'atteindre les objectifs de la loi? Est-ce que tu y crois? Alors, d'abord, bonjour à tous. Nicolas disait qu'on commençait à entendre parler de la difficulté des objectifs à atteindre. Je crois que moi qui ai un passé de chercheur, tout ce qui est facile a déjà été fait. Donc maintenant, il faut qu'on passe à ce qui est plus difficile. Et donc, c'est plus difficile. On a un certain nombre d'outils pour atteindre les objectifs.
Donc là, vous avez sur la diapo l'ensemble des documents de planification qui peuvent exister. Donc vous voyez qu'ils sont multiples et foisonnants. Vous en avez 2 dans les rectangles orange en haut, où donc c'est encore SRCAE, hein, ce sera sans doute changé bientôt en SRADET. Ça concerne plutôt les régions. Vous avez le schéma du développement des énergies renouvelables qui est en haut à gauche. Et puis vous avez au centre, en gris, un document qui, dans la métropole rennaise, constitue, on va dire, le socle de la planification. Alors, c'est même un peu plus que la métropole rennaise, puisque son périmètre est à l'échelle du pays de Rennes, c'est-à-dire la métropole de Rennes et 4 PCI voisins de la métropole rennaise. C'est le schéma de cohérence territoriale. Ce schéma de cohérence territoriale, on le revoit, on le révise périodiquement. La dernière révision a eu lieu en 2015 avec le concours de l'agence d'urbanisme, l'Audiard, du pays de Rennes, qui a été en maîtrise d'œuvre sur la révision du SCOT. De ce document qui pour nous est central, découle un certain nombre d'autres documents, ou au moins s'articulent avec ce document-là d'autres documents. Le plan local d'urbanisme, PLU, qui prochainement à Rennes, comme dans toutes les métropoles, va devenir plan local d'urbanisme intercommunal, puisque vous le savez, la loi MAPTAM confie cette compétence aux métropoles. Et puis, on a un lien entre le SCOT et le PLU ou le PLUI, puisque les PLU et PLUI doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Ce lien de compatibilité est toujours regardé avec une grande attention par les services de l'État pour la validation des PLU, au moins en tout cas sur notre territoire. Et ce lien de compatibilité fait qu'on a une prescriptivité dans notre SCOT. On a d'autres documents qui là sont qui sont moins prescriptifs, mais auxquels on peut donner quand même une force à la fois d'entraînement et puis un petit peu plus, comme je vais vous l'expliquer. Il y a le PCAET demain, donc c'est pareil, on est rentré en phase de révision et élaboration du PCAET. Donc on a un document là qui est moins prescriptif, mais qui, dans nos premiers échanges, dans nos premiers comités de pilotage, fait qu'on va tous souhaiter le décliner par politique de la métropole. Cette déclinaison par politique de la métropole doit permettre de répondre en partie à la question de où on en est, comment on mesure et comment on s'assure qu'on a progressé vers les objectifs. Donc ça c'est en cours d'élaboration. Dans le courant de l'année 2016, j'espère qu'on arrivera effectivement à faire cette déclinaison par politique. Elle n'est pas si facile, mais j'ai bon espoir qu'on y parvienne. Autre document sur lequel on est en train de travailler, c'est le plan de déplacement urbain. Donc, de la même façon, le plan de déplacement urbain, il avait pour habitude de fixer les grandes lignes pour tout ce qui est transport public, transport collectif. On est en train de s'extraire de cette logique-là en disant il n'y a pas que le transport public, il n'y a pas que le transport collectif. Vous allez voir dans les diapos qui vont suivre que la caractéristique du territoire fait qu'on est obligé de raisonner sur d'autres sujets. Et puis on a une politique qui est très forte sur la métropole rennaise, qui est la politique de l'habitat, avec une métropole très dynamique qui se développe, qui croît en population d'un peu plus de 1% par an. Et ça impose de la construction de logements neufs, une construction dynamique. On est sur à peu près 4000 nouveaux logements par an produits sur le territoire de la métropole. Et donc on a un programme local de l'habitat qui vient aussi d'être complètement revisité, refait, et pour lequel on injecte beaucoup d'argent, et ça permet là aussi de donner une dynamique et d'avoir une forte incitation. Donc dans tous ces documents, où est-ce que l'énergie intervient ? Politique de l'habitat, bien évidemment, puisqu'on a là, dans les aides qu'on apporte, une forme de prescriptibilité, en particulier sur le logement social et sur tous les logements aidés. Dans le PDU, à travers les mobilités, bien évidemment.
Dans le PLU, ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on espère bien que ça vienne dans le PLUI. On aura probablement dans le plan d'aménagement et de développement durable de notre PLUI des éléments en termes énergétiques. Déclinés à la parcelle ou pas, je ne sais pas si on sera en mesure aujourd'hui d'arriver à cette déclinaison, mais on aura quand même une partie d'éléments. Et puis l'élément central, c'est dans notre SCOT, schéma de cohérence territoriale. Donc si on peut mettre la diapo suivante. Ah oui, c'est moi qui l'ai, ouais, donc j'appuie sur le bouton, voilà. Cette diapo-là, juste avant, sur ce qu'on appelle entre nous l'assiette de spaghetti, hein, ce que vous avez vu là, oui. Ça s'appelle dans le jargon l'assiette de spaghetti. Est-ce qu'il n'y a pas déjà, il y a plusieurs questions qui se posent. La première, c'est la temporalité. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, tu as travaillé sur le SCOT, mais le PLU, il arrive derrière, alors que le PCAET est devant. Comment tu arrives à articuler dans le temps la cohérence de ce que tu dis sur l'énergie dans chacun de ces documents? Et ensuite, est-ce qu'effectivement, on arrive à aller relativement loin? Parce que la caricature voudrait que, quelque part, le moins 40% de gaz à effet de serre que j'ai cité dans la loi, ben, tu le mets dans le SRCAE, tu le mets dans le PCAET, tu le mets dans le PLU, tu le mets dans le SCOT, et c'est fait. Est-ce que tu arrives vraiment à un degré suffisamment concret de ta planification à permettre l'engagement de l'action qui va permettre d'atteindre ces objectifs, ou alors on est encore un peu dans des grands concepts d'intégration de l'énergie dans ces différents documents? Alors, comment on y arrive? Déjà, mon agenda et celui du vice-président au développement durable et à la planification sont bien chargés, enfin, tu le sais. Le service aussi a des agendas bien chargés, service transition énergétique. Mais l'objectif, c'est bien effectivement, quand je dis qu'on a un objectif de décliner des objectifs à atteindre par politique dans le PCAET, c'est bien d'arriver justement à progresser sur tous les domaines. Quand on écrit dans notre programme local de l'habitat que on oblige tous ceux qui font une rénovation à se poser la question d'une labellisation et qu'on donne des aides en fonction de la labellisation en performance énergétique qu'ils obtiennent, on n'est pas complètement prescriptif parce que les opérateurs peuvent se passer de l'aide. Ceci dit, dans le logement social, ils sont bien contents de toucher l'aide qui peut être substantielle. On peut être à plusieurs milliers, voire une dizaine de milliers d'euros par logement rénové. Et donc dans ce cas-là, effectivement, c'est très incitatif. C'est une sorte de compromis politique entre ce que dit la loi TE qui dit à la limite au niveau du PLU, vous pouvez créer des critères prescriptifs de rénovation, hein, c'est ce que dit maintenant la loi de transition. Donc tu peux dire si vous rénovez avec ce niveau d'efficacité. Vous n'êtes pas allé jusque-là parce que ça peut être un peu crispant quand même. Vous êtes allé jusqu'à dire on vous oblige à y réfléchir et on vous donne une aide en fonction de la meilleure solution. Il y a des éléments comme ça, mais on n'est pas encore jusque-là dans le PLU. Alors pour une raison, hein, pour l'instant on était sur des PLU communaux. Les 43 communes de la métropole n'avaient pas forcément la même appréhension de la problématique. Et les problématiques ne sont pas forcément strictement les mêmes. Donc c'est un des éléments fondamentaux en termes de planification. La planification, il n'y a pas un modèle unique. Il y a un modèle par territoire et ça doit être adapté au territoire. On ne peut pas avoir le même SCOT et le même PLU ou PLUI à Rennes, à Grenoble, à Montpellier et à Lyon. Parce que les territoires ont des caractéristiques qui sont propres à chacun. Et ces caractéristiques propres font qu'on doit chacun travailler sur sa planification et chacun décliner des objectifs généraux, globaux, qui sont les mêmes pour tout le monde, dans le cadre de son territoire. Et la planification, c'est un exercice de long terme. Donc je passe à la suivante. L'exercice de long terme, cette diapo-là, elle est juste pour montrer que les réflexions sur la planification urbaine, alors on voit pas très bien, mais vous avez en haut le plus à gauche, c'est le schéma directeur du district de Rennes ou d'avant le district de Rennes en 1974. Donc vous voyez que dès 1974, on avait une réflexion de planification sur le territoire rennais. Ensuite, ça a évolué, on a un nouveau schéma directeur en 83, un nouveau en 1994 et un premier SCOT en 2007, qui a été rénové en 2015. Au cœur de ce SCOT, je passe très vite sur cette diapo-là, parce que la diapo intéressante, c'est celle-là. Au cœur de ce SCOT, on a défini une armature urbaine à un modèle qui est celui de la ville archipel. La ville archipel, c'est quoi? C'est des zones urbanisées
qui sont autant d'îles. Alors il y a une grosse île au milieu, vous le voyez, avec un grand carré, quatre carrés plus petits et puis des ronds qui touchent les carrés. Donc ça, c'est la plus grosse des îles, c'est la ville-centre et ce qu'on appelle le cœur de métropole. Et puis chacune des communes a sa tâche urbaine qui constitue une île petite ou un peu plus grosse, qui va être indépendante, on peut dire ça comme ça, urbanistiquement des îles voisines, mais néanmoins connectée à l'ensemble des autres îles. Donc la ville archipel, c'est ça, et le SCOT de 2015, il avait d'abord pour but d'assigner à chacune des, sans jeu de mots puisque c'est le nom de ma commune, mais d'assigner à chacune des îles une fonction dans le territoire métropolitain, dans le pays de Rennes. Alors une fonction soit de cœur de métropole, avec des obligations en termes de production de logements, des obligations en termes de densité de logements à l'hectare, et là on a déjà des éléments prescriptifs en termes d'énergie. Vous imaginez bien qu'on n'a pas les mêmes consommations d'énergie quand on produit 40 logements à l'hectare ou quand on en produit 10 ou 15. Sur le territoire du pays de Rennes, SCOT 2015, toutes les communes ont une obligation d'être au moins à 20 logements à l'hectare. 25 pour toutes celles qui ont plus de 3500 habitants qui sont astreintes à la loi SRU. Et puis on monte à 45, voire à 60 logements à l'hectare dans certaines zones du cœur de métropole. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que vous allez jusqu'à la prescriptivité. Là c'est quand même une contrainte forte pour les communes que de dire vous limitez, enfin vous densifiez un maximum, vous ne pouvez pas construire. C'est une contrainte forte. D'accord, ça veut dire qu'on peut imaginer d'autres contraintes fortes autour des questions énergétiques demain, même sur, vous serez obligé d'utiliser une part d'énergie renouvelable, y compris dans un règlement de PLU, on peut imaginer ça, ou tu l'envisages, ou ça te paraît limite politiquement d'aller imposer des critères d'efficacité énergétique dans le PLU, dans le règlement, puisque c'est ça qui va compter. On peut l'imaginer, je pense qu'on l'imaginera. Après, c'est la question du temps et de la durée. L'exercice de planification, depuis 1974, on a des réflexions en planification. La planification, c'est un exercice de temps long, voire de temps très long. De ce point de vue-là, je vais juste émettre un petit regret. On a vu dans les évolutions législatives récentes, et je pense en particulier à la loi Allure, elle a contribué par un certain nombre de mesures à raccourcir les temps des PLU. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je le dis en particulier sur un aspect, on avait, ceux qui sont un peu du domaine connaissent les zones 2AU, qui étaient les zones à urbanisation future. Dans nos POS ou dans nos PLU, on les concevait à un horizon au moins 15 ans, mais plutôt 20. Quand vous dites dans la loi Allure, les zones 2AU, au bout de 9 ans, s'il n'y a pas un projet dessus, elles changent de destination, elles ne sont plus à urbaniser. Ça veut dire que implicitement, mais quasi explicitement, on raccourcit le temps des PLU à 9 ans. 9 ans, c'est très très court. C'est un mandat et demi pour des élus municipaux, mais c'est très court dans une logique de planification urbaine et d'expression de la construction de la ville ou de la reconstruction de la ville, puisqu'on a aussi des éléments de reconstruction de la ville sur elle-même. Et les SCOT, les premiers SCOT qui ont été imaginés étaient plutôt sur des horizons à 30 ans. Maintenant, on nous dit un SCOT, c'est plutôt 15 à 20 ans. On a eu une accélération des temps de la société qui ont raccourci tous les temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose pour la planification. Après, c'est un avis extrêmement personnel, mais je pense que ça fait partie aussi des réflexions qu'on doit avoir. Tu as évoqué la possibilité d'intervenir assez fortement sur les zones nouvelles, en disant, voilà, on impose une densification, voire peut-être on imposera une efficacité énergétique. Est-ce que les documents d'urbanisme ou d'aménagement sont aussi puissants pour intervenir là où nous, on sait tous que se joue la transition énergétique, c'est-à-dire les zones existantes, c'est-à-dire les cœurs de ville, les cœurs historiques, les habitats de 1980-90. Est-ce que le PLU, le SCOT, peut intervenir? Alors, il peut peut-être intervenir là où ça bouge, dans une opération de renouvellement urbain. Peut-être que le maire de Vaux-en-Velin en parlera. Mais là où ça ne bouge pas, comment on peut intervenir? Est-ce qu'un document de planification comme ça, on peut intervenir pour dire qu'il va falloir rénover? La loi TE dit plein de choses là-dessus. On ne sait pas le lieu aujourd'hui, mais il y a l'obligation de rénovation embarquée. Est-ce que le document d'urbanisme ou le document d'aménagement peut inciter, voire fortement inciter à rénover? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de prescription dans nos documents pour obliger.
Par contre, dans un document de politique de l'habitat ou même dans un document de PLUI, on peut indiquer un certain nombre d'éléments sur les cœurs de bourg, sur la revitalisation des cœurs de bourg. On peut les assortir éventuellement d'une dimension financière qui vont inciter à la rénovation. On a dans notre SCOT aussi, par exemple, des éléments sur le développement commercial et des grandes surfaces, où on a restreint drastiquement le nombre de mètres carrés qui peuvent être construits au titre de l'aménagement commercial. Sauf qu'on a dit limitation forte des surfaces, sauf si on est en corps de bourg dans les centralités des bourgs. Parce que dans les centralités des bourgs, c'est là où on a envie de trouver les commerces, c'est là où on a envie que se fasse la vie. Donc si vous voulez construire une supérette de 1000 m², soit vous trouvez un terrain en centre-bourg d'une des communes et vous allez pouvoir le faire, soit vous avez peu de chances de pouvoir la construire. Donc là, on a une prescription qui a... Bon, alors après, on peut regarder de la même façon, est-ce qu'on a des éléments en termes d'énergie dessus. Je sais que dans le service, ils sont toujours assez désespérés quand ils voient passer les dossiers commerciaux, parce que là, s'il y a des gens du commerce dans la salle, surtout faites des efforts sur vos dossiers. Mais on m'a dit ce matin qu'on avait au moins une enseigne qui était en train de nous faire un beau projet au centre-ville de Rennes. Donc j'espère que ça ira au bout. Ça existe, les supermarchés à énergie positive, je ne sais pas, mais on aura peut-être le premier à Rennes prochainement, je ne sais pas, mais il commence juste à réfléchir au dossier. Mais j'espère qu'on pourra l'avoir, ce serait bien. Très bien. Est-ce que tu as à peu près dit où tu en étais? Tu voulais peut-être un peu rajouter quelque chose? Non, vraiment, nous, le cœur, c'est le SCOT, avec un caractère prescriptif sur les questions d'espace, sur des questions agricoles aussi, de maintien de l'agriculture, et là aussi, on rejoint des questions énergétiques. Hein. On a maintenu des champs urbains à peu près dans chacune de nos communes, qui sont des zones dont la destination ne peut pas changer et reste agricole en proximité des bourgs. Ça a des effets en termes d'adaptation au changement climatique, puisqu'on garde des parcelles végétales proches des centres-bourgs. Donc on a tout un tas d'effets indirects, mais j'ai envie de dire que les niveaux de prescription ou de progrès vont venir, ils sont à venir. On a eu la chance d'avoir tous nos documents de planification pratiquement en révision à un temps très court. C'est une chance. C'est une chance parce que justement ça permet d'avoir la hiérarchie et de le faire un peu dans l'ordre et pas trop dans le désordre, même si le PCAET arrive un peu vite sans doute, où il aurait fallu qu'il soit un peu avant le SCOT et voilà, il arrive un peu trop vite par rapport au SCOT tel qu'on l'a fait. 2016 pour les collectivités de plus de 50 000 habitants de la C'est Loire. ça. On doit parler aussi un peu de coordination de réseau. L'agglo de Rennes, maintenant, grâce à la loi MAPTAM, plus la loi TE, est quand même sérieusement outillée pour à la fois piloter le gaz, l'électricité et la chaleur. Est-ce qu'il y a un lien finalement entre coordination des réseaux telle qu'on l'imagine, une vraie coordination réalisée par la puissance publique, collectivité territoriale, et la planification? Est-ce que vous arrivez à placer les réseaux sur vos cartes, pour dire les choses bêtement? Électricité, on est le mauvais exemple puisqu'on est la seule métropole de France à ne pas être autorité organisatrice de la délégation d'électricité, puisque ça a été délégué au syndicat départemental d'énergie d'Ille-et-Vilaine. Donc sur l'électricité, bon, ça n'empêche pas. Vous participez au syndicat. On est présent au syndicat, on y est actif et donc on a un œil de près, mais on n'est pas, c'est pas nous qui tenons le crayon. Par contre, on est là sur une logique de construction d'un schéma directeur des réseaux de chaleur. Puisqu'on a... obligatoire au 1er janvier 2018. Voilà, donc on a 3 réseaux de chaleur sur la ville de Rennes qui font aujourd'hui qui desservent à peu près 40 000 équivalents logements aujourd'hui, probablement 45 000, je l'espère, à un horizon de 5 à 10 ans, on va dire ça comme ça, donc avec une progression intéressante, dont un nouveau réseau biomasse bois qui est en cours de développement sur une ZAC, mais qu'on espère bien étendre vers un quartier d'habitat social. Donc la métropole sera un gros producteur de chaleur majoritairement renouvelable. Et là, le SCOT, le PLU, ça aide à développer le réseau?
Donc schéma directeur sera accolé au PCAET. On va regarder comment on traduit ce schéma directeur dans notre PLUI. Les deux exercices se font concomitamment dans le temps, donc ça nous ouvre la perspective de pouvoir aller regarder en détail la façon de faire. Normalement, le schéma directeur réseau de chaleur, on devrait lancer ça là sous peu, et les premières réunions PLUI, elles ont eu lieu en janvier, donc on est bien en phase là, pour pouvoir arriver à faire quelque chose. J'en profite pour compléter de quoi de neuf que vous avez eu hier, probablement avec Denis Baupin, mais la loi prévoit en particulier que dans le PADD, donc le programme d'aménagement et de développement durable, on introduise la coordination des réseaux et des orientations sur les réseaux, donc ça veut dire que le PLU de demain va se positionner sur l'évolution des 3 réseaux. C'est une grande question d'ailleurs pour les réseaux de chaleur, pour tous ceux qui en ont. Aujourd'hui, avec les prix du gaz, on a une concurrence forcenée entre les réseaux de gaz le chauffage au gaz et les réseaux de chaleur. Et je pense que cette concurrence, elle sert personne et qu'il va falloir à un moment donné qu'on en sorte. J'ai l'occasion de le dire de temps en temps à nos délégataires de réseaux de chaleur. Bruno Léchevin est encore avec nous, mais on en discute quasiment toutes les semaines actuellement sur savoir comment adapter les aides de l'ADEME à cette variabilité du prix du gaz qui nous est effectivement très néfaste actuellement. Mais bon, là aussi, il y a comment on prescrit les choses, comment on incite, et puis comment on explique à ceux qui sont quand même les délégataires de la collectivité, que ce soit sur les réseaux de chaleur ou GRDF sur le gaz, que c'est sans doute mieux d'être dans la coopération que dans la compétition. Je pense qu'ils sont à un moment donné assez sensibles à certains arguments. On essaye en tout cas. Merci Olivier pour ce témoignage. On va maintenant passer dans le grand sud-est de la France, on va dire comme ça, avec Hélène Geoffroy qui va nous raconter un nouvel objet de planification. On ne parle pas là de PCAET, même si le Grand Lyon est connu pour son PCAET aussi. Mais le Grand Lyon s'est lancé dans une vaste opération de création d'un schéma directeur de l'énergie. Et elle va nous dire un peu ce qu'il a pour objectif, ce qu'il apporte par rapport à la planification, comment il s'imbrique avec le reste, et en quoi, effectivement, sur les réseaux, ça peut aussi avoir un impact pour mieux coordonner cette logique de réseau d'énergie. Merci, bonjour à tous. Alors je vais vous présenter finalement comment nous sommes arrivés à vouloir construire un schéma directeur des énergies à la métropole de Lyon, en partant d'abord d'un projet assez concret, qui est le projet Transform, qui est un projet qui a réuni un certain nombre de villes européennes et de partenaires industriels notamment et d'acteurs dont RDF, avec la volonté de pouvoir travailler sur un quartier en cours de transformation. Donc ce quartier, c'est le quartier de la Part-Dieu. Pour ceux qui sont déjà venus à Lyon, ils connaissent la gare qui est l'une des grandes gares de Lyon, mais c'est aussi un lieu d'activité économique, de transport urbain. Bref, c'est au croisement d'un quartier en développement. La volonté étant de doubler la capacité en termes de construction, tout en gardant un bilan énergétique constant. Et donc l'approche s'est faite en 4 étapes relativement classiques. La première, ça a été de faire un diagnostic énergétique du quartier de la Part-Dieu, de pouvoir ensuite construire un scénario d'évolution énergétique au regard de ce projet urbain, c'est-à-dire des aménagements qui devaient venir, aménagements en termes d'équipements publics, de bâtiments, d'activités économiques et de transport. Il a fallu travailler avec les acteurs du quartier, je m'arrêterai un instant là-dessus tout à l'heure. Et à terme, cela nous a conduit à la volonté de faire une planification énergétique au niveau de l'agglomération à l'époque et de la métropole maintenant. Et ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que le travail, l'ensemble de ces étapes a conduit à l'émergence de cette planification comme une nécessité pour des acteurs différents, ce qui est une façon aussi d'amener à l'objectif. Alors, quand vous regardez le diagnostic énergétique du quartier, je vous avais dit que l'objectif, c'était de pouvoir améliorer le processus, de pouvoir améliorer, pardonnez-moi, excusez-moi, je vais reprendre ça, parce que j'avais du mal à déchiffrer, mais je vais y arriver. C'est vrai que c'est loin, là, pas facile à lire. Finalement, l'écran est en face, mais je comprends pourquoi on peut regarder derrière aussi. Et donc, du coup, mais je vais le refaire. Il a fallu savoir quelle était l'échelle pertinente pour recueillir des données. C'est un enjeu important quand vous voulez faire un diagnostic énergétique, c'est quelles sont les données à récupérer.
Et le constat qui a été fait lors de ce travail, c'est que finalement, un certain nombre de données qui pouvaient paraître évidentes pour la collectivité n'existaient pas au sein des industries ou de RDF, qu'eux aussi avaient des enjeux de données économiquement sensibles, parce que commercialement sensibles, et qu'ils voulaient être vigilants sur la façon dont on allait les traiter. Et puis au départ de la réflexion, la volonté était de travailler à l'échelle du bâti, en se disant finalement, bâtiment par bâtiment, on va agréger des données qui nous permettront de construire un schéma un peu plus général. Et très vite, le constat qui a émergé, c'est que l'échelle pertinente était celle de l'îlot, finalement d'un groupe de bâtiments, que cela suffisait pour construire un diagnostic pertinent, qu'on pouvait traiter les données commercialement sensibles, ce n'était pas forcément un problème. Et on a pu... Un îlot, ça fait combien de bâtiments? C'est 2, 3, c'est 5, 6? C'est une petite maillerie, ce qu'on appelle la maillerie? Voilà, du coup, à terme, nous sommes arrivés à la maille, à la maillerie, mais c'est avec l'idée... Surtout, on a reconstruit des plots avec des rues qui entouraient, vous voyez, ces bâtiments. C'est ce que vous voyez à l'écran bleuté sur le schéma du milieu. Donc ça, c'était la première étape. Peut-être un mot là-dessus, parce que j'en profite là encore pour vous parler un peu de la loi. Donc actuellement est en négociation un décret extrêmement important, même si pas sexy du tout, qui s'appelle l'accès aux données. Et effectivement, tout l'enjeu, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est quel est le besoin d'une collectivité territoriale, en particulier pour faire un plan climat. La première approche, c'est celle qui vient d'être indiquée là, c'est qu'à minima, il nous faut la maillerie. Ça, c'est vraiment le minimum minimorum. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on doit pouvoir, en particulier pour agir, aller plus loin que la maillerie, donc aller au bâtiment, en particulier si demain on veut lancer des travaux de rénovation, et peut-être sur les questions de précarité énergétique à l'individu. Et je dois vous dire que la discussion bat son plein sur le sujet, puisque, comme vous l'avez très bien dit, il y a des questions de sensibilité de la donnée commerciale, voire des questions de données individuelles effectivement sensibles. Mais sachez qu'on est en fin de négociation là, et que les choses avancent bien, et que les gestionnaires de réseau ont quand même beaucoup avancé sur l'idée de nous amener à terme, beaucoup plus que la maillerie, mais d'aller au niveau du bâtiment. Se pose des questions avec la CNIL sur les données individuelles, mais si demain on fait de la précarité énergétique, il faudra aussi qu'on sache où se situent ces gens-là. Mais en réalité, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, nous serons sur les données individuelles, sur des données y compris non seulement des bâtiments, mais même, je dirais, à l'îlot, presque à la cellule familiale, lorsqu'on est au moment où on développe les compteurs communicants, Linky, Gaspard par exemple, pour une partie des données. Mais dans le même temps, pour la constitution de ce diagnostic, on se rend compte qu'il n'est pas forcément utile d'arriver à cette échelle-là. Et donc, il faut construire, mais j'y reviendrai sur le schéma directeur que nous sommes en train de constituer, de pouvoir passer d'une échelle à l'autre pour pouvoir être pertinent. Au moment où nous en sommes, c'est être capable, avec un diagnostic à l'échelle d'un quartier et puis ensuite d'une métropole, de pouvoir planifier un développement d'un territoire. Évidemment, quand on arrivera aux questions de précarité énergétique, on est à des tailles plus petites et à des questions de protection des données et de la vie privée, évidemment. Donc si je poursuis avec les scénarios... Là, c'est écrit vraiment trop petit pour tout le monde. Hein. Même moi, je ne vois pas, je vois juste des traits violets, bon courage. Vous avez vu, du coup, Non, mais je ne vais pas détailler le tableau, évidemment. Simplement vous dire que nous avons... Du coup, sur ce quartier-là, pu regarder 4 scénarios pour regarder la question de performance du bâti, performance énergétique, et puis quel type d'énergie. Puisque vous parliez, est-ce qu'on va sur un réseau de chaleur, est-ce qu'on va sur du gaz, de l'électricité? C'est la capacité de dire, voilà, la première colonne dit quel est le schéma en termes de tendance, c'est-à-dire si on laissait les choses se faire toutes seules, voilà vers quoi nous tendrions. Et puis ensuite, organisons des scénarios pour pouvoir essayer de rendre les questions énergétiques de plus en plus performantes, et c'est ce que décrivent les autres colonnes, mais je ne rentrerai pas dans le détail. Ça, c'est du côté planification collectivité, mais du côté réseau électrique, du coup, RDF, et c'est là l'intérêt d'un partenariat, a trouvé aussi un intérêt à ce travail-là, en se disant, peut-être que je pourrais gérer les pointes, c'est ce que j'indique dans la diapo, de puissance électrique, pardonnez-moi, qui peuvent
qui peuvent arriver parce qu'on est dans un développement qui va entraîner de l'électricité, de la génération d'électricité spécifique, hein, hors l'électricité traditionnelle d'éclairage, etc. Et donc, ça va permettre de développer des modèles de prédimensionnement des réseaux. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, dans ce travail collectif, que naît l'évidence de se dire qu'il faut un schéma avec ce qu'on a fait à l'échelle d'un quartier. Donc, si vous voulez, à la métropole de Lyon, il y avait le plan climat, énergie, territoire qui a été développé, vous en avez parlé. Un travail précis qui s'est fait entre 2013 et 2015, et l'évidence pour les acteurs peu à peu qu'un schéma directeur permettrait de répondre à un certain nombre de questions. Et les leviers d'action, c'est ce que vous voyez rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est les questions, vous en avez parlé de performance énergétique, c'est le levier traditionnel sur la rénovation de bâtis et neufs, c'est la question de la maîtrise de demande en énergie, c'est les facteurs énergétiques, quel type d'énergie utilisons-nous, et puis c'est l'approvisionnement, d'où vient l'énergie, et là sont les leviers qu'on a regardés. Sur les acteurs, peut-être vous dire, vous voyez une petite, alors je pense que vous voyez une nébuleuse d'acteurs qui facilitent le dialogue. Quels sont-ils ces acteurs qui ont été importants? C'est que vous avez eu la collectivité, les énergéticiens, mais aussi les acteurs du projet urbain. C'était aussi important qu'ils soient présents, hein, tous les acteurs de la planification urbaine dont nous avons parlé, et j'y reviendrai. Mais vous avez aussi les acteurs économiques, tous ceux-là sont importants pour inscrire la question énergétique dans leur projet propre de développement. Et donc, nous avons commencé à réfléchir, et j'en arrive au schéma directeur des énergies, en se disant il va falloir articuler notre SCOT et notre PLUH qui est déjà métropolitain. Nous sommes déjà au PLUH métropolitain, nous sommes déjà dans la révision du PLUH qui est en cours aujourd'hui à la métropole de Lyon, et se dire comment on articule ça et cette planification de réseau de distribution, comment mettons en cohérence les horizons temporels, parce que tous ces schémas existent déjà, sont déjà dans des processus de révision, alors qu'il n'existe encore aucune planification sur l'énergie. Comment on fait en sorte que les acteurs de ces schémas-là, y compris à l'intérieur de la métropole de Lyon, se approprient la question énergétique? C'était finalement le sujet qui nous a amenés au schéma directeur des énergies. Alors, pour vous dire en quelques mots, d'abord, pour nous, ce qui était important, c'est de se donner quelques objectifs. C'est évident, maîtriser la consommation, développer les réseaux énergétiques de manière rationnelle, développer les énergies renouvelables, garantir l'accès de tous à l'énergie. Je rappelle que la métropole de Lyon est née de la fusion entre la communauté urbaine et le département, et que nous avons récupéré les compétences sociales du département, ce qui fait qu'il faut aussi avoir ce volet-là quand nous parlons de l'énergie. Ça veut dire que vous gérez le FSL? Ça veut dire qu'on gère le FSL d'énergie et de précarité énergétique, du coup, sont aussi dans notre besace, si je puis dire. Et puis, nous avions des articulations entre les différents niveaux. Alors, le niveau européen, on se dit à terme qu'il faudrait aussi le faire apparaître, mais vous avez toutes les régulations nationales que vous connaissez. Au niveau régional, nous avons parlé des schémas, je n'y reviendrai pas. Et nous, au niveau de la métropole, vous voyez l'ensemble de ces cycles qui s'articulent, le PLUH et le SCOT évidemment, le plan climat, énergie, territoire, mais aussi notre plan de déplacement urbain, notre schéma de développement d'urbanisme commercial, développement hôtelier. Bref, il fallait trouver les articulations entre tout cela. Et voilà le schéma que, du coup, nous avons pris l'habitude de présenter pour convaincre à l'intérieur et à l'extérieur de l'opportunité de ce schéma directeur des énergies. C'est pouvoir dire qu'il va permettre de traduire tous les niveaux d'une métropole qui est en train de s'agrandir et de gagner des habitants et d'avoir de l'attractivité économique. Nous avons à la fois la capacité de regarder comment amener l'énergie, comment elle arrive sur notre territoire. C'est des sujets sur notamment l'énergie non renouvelable que nous travaillons avec la région. On a, par exemple, en train de travailler sur la filière biomasse, puisque nous avons des réseaux de chaleur qui fonctionnent avec cette énergie-là. Donc, on a toute la question de la production d'énergie. Mais on a aussi la question de l'articulation, j'en parlais, avec le PLUH aujourd'hui et toutes les politiques urbaines. Il y a une démarche partenariale importante sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Et donc,
Dans notre élaboration, nous en sommes aujourd'hui, vous voyez, proche de juin 2016. Nous l'avons lancé en juin, il y a un peu plus de 6 mois maintenant, cette élaboration du schéma directeur des énergies. Et nous avons réuni tous les acteurs qui nous semblaient pertinents sur cette question-là pour faire un diagnostic qui soit partagé. L'enjeu sur cette première année est celle de la constitution, de l'élaboration, comment dirais-je, de la mise en place de données, de partage de données, avec les énergéticiens, les concessionnaires qui interviennent sur le territoire, mais aussi avec des acteurs importants que peuvent être les bailleurs sociaux, l'université, les hôpitaux et les usagers citoyens, évidemment. Ensuite, jusqu'à 2018, nous élaborerons les scénarios avant de pouvoir le voter et le délibérer. Et voilà la démarche, et voilà résumé sur ce schéma, et ce sera ma dernière diapo, l'ensemble des partenaires qui sont concernés et qui sont réunis au travail notamment, pour la plupart d'entre eux, d'un comité scientifique qu'on a mis en place pour accompagner l'élaboration des scénarios, pour avoir à la fois la partie complètement issue du territoire et une modélisation qui permette de nous projeter. Et vous avez les entreprises, les grands opérateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, la recherche, les associations qui interviennent sur le champ de l'énergie et les usagers, parce qu'au début et à la fin de cette boucle, ce sont eux qui sont quand même les acteurs les plus concernés. Sur ce schéma, parce que ça fait partie des questions pas toujours faciles à poser, mais je la pose quand même, c'est d'habitude ils viennent autour de la table. Quand un élu de taille importante dit « bon, maintenant vous mettez autour de la table », ils viennent. Après, par contre, ils disent ce qu'ils vont faire, ils font. Mais est-ce que, quelle est la méthode? Je me rappelle que Gérard Collomb, à une époque, pensait à des systèmes de conventionnement, des contractualisations. Enfin, comment on passe de vous venez à vous faites ce que vous avez dit que vous ferez pour atteindre les objectifs? Sachant qu'il n'y a pas de prescription, là, je veux dire, c'est une démarche volontaire. Quelle est la marge de l'élu pour que les acteurs fassent vraiment? Vous voulez dire de sa capacité de conviction? Ça doit être ça, voilà. Qui doit être important? Non. Non, évidemment, il faut qu'on soit dans un partenariat qui soit vécu comme gagnant-gagnant. C'est l'expression que j'emploie le plus souvent. Et c'est ce que permettait d'illustrer le premier projet européen Transform. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsque des concessionnaires ERDF, par exemple, ou GRDF viennent et disent on est d'accord pour travailler, échanger avec vous de la donnée, échanger avec vous une réflexion sur l'utilisation et les prospectives, c'est parce nous y avons un intérêt de politique publique et eux ont un intérêt aussi pour leur future politique d'investissement, pour leur réseau, de rénovation de leur réseau, parce qu'ils savent que voilà, nous allons prioriser, ou en tout cas dire qu'il faudrait prioriser tel ou tel type d'énergie, tel ou tel type d'investissement, parce que voilà le développement en termes de transport, d'urbanisme, d'habitat. Et c'est là, je crois, que nous avons trouvé des convergences. Donc nous allons signer des conventions avec nos partenaires GRDF et ERDF très prochainement. On les présentera à la commission, à la métropole de Lyon, et le travail avance bien, parce que je crois qu'on a trouvé aujourd'hui un intérêt commun, et que, y compris pour comment dirais-je, y compris dans l'intérêt de produire de la donnée qui n'était pas faite aujourd'hui, les grands opérateurs et la métropole ont trouvé des convergences. Est-ce qu'il reste encore un slide? Non, c'était le dernier, je crois. Très bien. Ah oui, c'était juste... non, c'était... Oui, pardon. C'était juste peut-être vous dire rapidement, et j'aurais fini, c'était les enjeux, les défis qui étaient face à nous. J'ai parlé d'un certain nombre d'entre eux. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure, presque en conclusion, c'était rendre le meilleur service possible aux habitants et usagers. On construit un schéma directeur des énergies qui peut avoir un caractère très technique et très théorique. Évidemment, on doit l'ancrer, puisqu'on est dans une métropole avec des élus, on doit l'ancrer dans le concret et permettre à ce que les usagers et les habitants aussi se l'approprient. C'est pour ça que je tenais quand même à montrer celui-là, même si vous voyez les autres thématiques sont aussi importantes, comme celle qui pour nous, pour la métropole, est déterminante, c'est la capacité de favoriser l'innovation et l'expérimentation de nouvelles pratiques, et c'est aussi des choses que nous faisons avec les industriels qui sont autour de la table, parce que pour eux aussi, les applications qu'ils pourront développer ensuite en termes, avec toutes les start-up qui gravitent dans la métropole autour d'un certain nombre de projets, je ne parlerai pas ici, c'est aussi un enjeu pour nous.
Au passage, dans le domaine des réseaux de chaleur spécifiquement, on a développé un partenariat avec toutes les grandes associations de consommateurs, d'usagers, de bailleurs sociaux. Et effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, ils sont très intéressés par ce type de démarche de schéma directeur pour partager une stratégie, pour comprendre où vont passer les réseaux, pour savoir à quel prix ils vont être chauffés, etc. Et qu'on a probablement, à la transition énergétique, c'est aussi cette appropriation, cette pédagogie sur l'énergie qui est un sujet un peu évanescent pour les populations. Très bien. Après ces 2 retours d'expérience, je vais laisser la parole à Brigitte Barriol. Forcément, la question qu'on a envie de te poser, c'est, toi tu viens du monde de l'urbanisme, de l'aménagement, tu vois arriver, c'est toi qui as utilisé l'expression la première, climatiser mes PLU et mes SCOT. Alors forcément, a priori, je suppose que vous accueillez cette nouvelle dimension des réflexions de la ville avec, à bras ouverts, et en même temps, peut-être pas si facile que ça de le décliner ensuite dans des documents qui ont une certaine complexité. Moi, je découvre qu'on nous a beaucoup reproché, à nous les énergéticiens, de fonctionner par acronyme. Alors vous êtes super fort, hein. On va faire un concours entre OAP, PAO, DO, etc. On fera un squeeze après. Est-ce que finalement, au-delà d'effectivement cette dimension énergétique est en train de structurer la ville, tout le monde en a conscience, est-ce que concrètement, c'est si facile que ça de climatiser ou d'énergétiser un PLU ou un SCOT? Alors, tout d'abord, la planification, elle est vraiment en mutation, en métamorphose, et que ce soit les documents d'urbanisme ou la planification énergétique. Et cette mutation, elle est vraiment sur 2 aspects. Sortir des cloisonnements et des silos, c'est-à-dire une approche plus intégrée, plus transversale. Et elle est de construire une planification participative. Vous l'avez dit, mettre l'usager au cœur des problématiques de planification. Et d'ailleurs, votre président a une formule, une belle formule, mettre de l'humain dans l'urbain pour cela. Donc c'est vraiment un défi qui est posé, je pense, autant aux énergéticiens qu'aux urbanistes. Et c'est vrai que la dimension climatique et énergétique, elle a vraiment surgi depuis une dizaine d'années dans le champ de l'urbanisme. On sent qu'il y a un potentiel très important de travail ensemble, parce que l'urbanisme et l'énergie restent des mondes qui, jusqu'à peu, se côtoyaient assez peu et travaillaient peu ensemble. Donc il y a un gros enjeu d'interconnaissance et de travail commun pour construire un corpus commun. Et l'évolution des assises de l'énergie et des questions traitées, notamment les questions de cet urbanisme ou planification des modes de vie qu'on a vu traiter ce matin avec le maire de Milton Keynes, c'est vraiment un changement. Il y a 5 ans, je pense que les agences d'urbanisme n'étaient ou peu aux rencontres, et nous n'avions pas ce travail conjoint entre énergéticiens, collectivités, urbanisme, mais aussi tous les acteurs, opérateurs de la scène énergétique. Juste pour raconter une anecdote, oui. Donc on a créé un groupe FNO Amorce il y a 1 an et demi. Hein. Donc en gros, les gens de l'énergie rencontrent les gens de l'urbanisme. Donc on a démarré, tout le monde a dit oui, tous les énergéticiens ont dit j'ai compris ce que c'était que l'urbanisme, et tous les urbanistes ont dit on a tous fait de l'énergie dans notre PLU. Et puis au bout d'une demi-heure, il y a, je crois dans les 2 sens, il y a un énergéticien qui a dit c'est quoi un règlement de zone? Alors les urbanistes ont dit enfin, c'est la base, Et puis 5 minutes plus tard, il y en a un qui a dit ah bon, les réseaux d'énergie, ils appartiennent aux communes? Et là, on s'est dit, ouais, finalement, on a bien fait de se faire ce groupe. Derrière le côté, oui, nous, on a compris l'urbanisme, nous, on a compris l'énergie. Les fondamentaux, on ne les avait pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, fin de l'anecdote, mais ça montre tout le travail d'imbrication qu'on a encore à faire. Et le 3e enjeu pour la planification, c'est vraiment d'en faire une planification négociée, et notamment toute la boîte à outils nouvelle de la planification, parce que de nouveaux outils ont surgi dans cette boîte à outils, à différentes échelles, va obliger les intercommunalités qui ont maintenant un rôle déterminant avec la loi transition énergétique à négocier avec les régions. C'est en quelque sorte une compétence partagée qui va devoir être négociée entre les intercommunalités et les régions, y compris sur les outils de mise en œuvre. Et c'est vrai aussi aux autres échelles, puisque tous les documents d'urbanisme, les SCOT, c'est un projet politique négocié entre les intercommunalités, et un PLUI, parce que ça c'est une révolution aussi, le PLUI, hormis dans les communautés urbaines qui
faisait du PLU depuis 30 ans communautaire, c'est quand même une révolution pour les élus locaux d'avoir des PLU qui doivent être négociés au sein de l'intercommunalité entre des maires qui avaient l'habitude d'être chez eux sur leur PLU. Donc cette dimension de négociation, elle est aussi très importante. Alors, quel levier pour la transition énergétique dans les documents d'urbanisme? Avant tout, leur finalité, c'est la sobriété énergétique. C'est vraiment de promouvoir des modes de vie qui soient plus économes en énergie, en émissions, en rapprochant les lieux de vie et les lieux d'emploi, en faisant un urbanisme de mixité, plus de densité, de qualité, en intégrant des espaces naturels, en préservant des espaces agricoles qui sont aussi des réservoirs pour les émissions et qui peuvent aussi être des ressources énergétiques. Sans doute dans les nouveaux documents de planification, cette dimension de réciprocité entre territoires qui produit et qui consomme. C'est pas incantatoire, ça. Parce non, que le risque, c'est article 1, on écrit ça, quoi. C'est la base et c'est fondamentaux. Après, il faut les traduire de manière concrète, y compris en enjeux de mobilité, par exemple. Et avant tout, faire des documents d'urbanisme, c'est ne pas consommer une énergie que potentiellement on aurait pu consommer avec une conception urbaine ou territoriale moins intelligente. Enfin, le but, c'est d'avoir une approche territoriale intelligente. Alors, quel levier concret, direct sur l'énergie qu'on a vu effectivement depuis les lois Grenelle et maintenant avec la loi transition énergétique prendre beaucoup de place dans les documents. Il y a très certainement, je crois qu'on est tous d'accord pour le reconnaître, un enjeu de connaissances partagées. Ça, on n'a pas besoin de la loi, à la limite. C'est pas la loi qui change. Non, mais c'est la base. C'est avant tout poser un diagnostic ensemble, partager la connaissance. Et puis, c'est aussi un SCOT, c'est par exemple, vous le disiez, un objectif de projet à 20 ans. C'est se donner des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc, sur le quantitatif, un SCOT donne en général des objectifs de production de logements, aussi démographiques, ou au moins des repères, mais on ne sait pas donner des objectifs énergétiques. Certains territoires s'y sont lancés en disant bon, on vise un objectif facteur 4. Bon, il y a certaines villes maintenant qui ont affiché un objectif de 100% énergie renouvelable. Jusqu'à présent, on savait assez peu le faire, ou on n'avait pas l'habitude de le faire, et surtout de mesurer les évolutions possibles. Deuxième piste vraiment à développer dans tant les SCOT que les PLU, et peut-être dans les PLU davantage parce que ce sont des outils plus directement opératoires que les SCOT, c'est croiser les choix d'urbanisation avec le potentiel énergétique du territoire. Ça veut dire avoir une bonne connaissance du potentiel ou des limites des réseaux à tel ou tel endroit, mais aussi du potentiel d'énergie renouvelable mobilisable. Alors, par exemple, dans un atelier qui va suivre, la PUR présentera, qui est l'agence d'urbanisme de Paris, présentera un travail qui a été fait, un plan local de l'énergie qui essaye de quantifier le potentiel à la fois d'isolation, enfin d'économie énergétique par l'isolation, et le potentiel d'énergie renouvelable mobilisable. Parce que dans les documents d'urbanisme, on manque de cette approche un peu quantifiée de la dimension énergétique. Et puis, d'où l'importance de la question des données dont on parlait tout à l'heure. D'où les données qualitatives et quantitatives. Et aussi le potentiel de travail, je crois qu'il doit nous animer dans le collectif qu'on a créé. Et dans ce collectif, il y a aussi l'ADEME, les distributeurs d'énergie, les agences. C'est comment on peut trouver des leviers plus prescriptifs. Donc, il y en a potentiellement dans les SCOT et les PLU, mais ils ont aussi leurs limites.
Notamment, on peut donner des objectifs de performance énergétique sur certains secteurs, mais ça passe par le réglementaire, donc soumis quand même à risque de contentieux. Ça, on a bien Ce n'est senti pas un dans les document discussions que les programmatique, c'est un urbanistes document de sont projet. focalisés sur le risque c'est- d'attaque du PLU. Hein. Ça a l'air d'être un sujet que nous, énergéticiens, s'il y en a beaucoup dans la salle, il faut vraiment qu'on l'intègre, c'est le risque d'attaque du PLU. C'est un sujet document central. très très lourd qui met très longtemps à être réalisé. Par exemple, le PLU qui fait aussi PLH de Lyon, c'est quand même une très grosse démarche et susceptible d'être attaqué. Donc il faut être sûr que les prescriptions qu'on y met d'abord puissent être suivies et opératoires et ne créent pas une insécurité juridique trop forte. Si on le fait très concrètement, juste parce que pour moi on tient le sujet le plus important pour nous, parce que c'est vrai que quelque part les énergéticiens se sont intéressés au PLU en se disant j'ai un moyen là de mettre la pression assez forte sur le territoire. Si on reprend les 3 exemples, la baisse des consommations de gaz à effet de serre, l'augmentation des énergies renouvelables, la baisse des consommations, est-ce qu'on peut écrire dans un règlement de zone, dans telle zone, U, c'est ça, dans la zone U, telle, on dit qu'il faudra 32% de NR. Est-ce qu'on peut écrire ça? À la limite, on le pourrait, mais je pense que ça ne serait pas efficace. Et ce n'est pas dans le règlement qu'il faut le faire. Il y a dans les PLU de nouveaux outils qui sont plus plastiques, plus ciblés, alors qui sont encore avec des acronymes hyper techno. Vas-y. Donc, Confortez votre... les OAP, orientation d'aménagement et de programmation, et le programme d'action et d'orientation, POA. Vous avez vu jusqu'à quel point on pousse la confusion. Mais ce n'est pas nous, hein, c'est le législateur dans sa grande sagesse. Il y a des parlementaires dans la salle. Là, Attention, il y a des parlementaires dans la salle, il paraît. Justement, c'est le moment de passer des messages. Et donc, ce sont des outils plus ciblés qui ont quand même une portée prescriptive, mais qui peuvent, par exemple, sur un secteur, donner un objectif, par exemple, de type de desserte, spatialisé ou pas. Et pour le POA, c'est la partie du PLU où on met ce qui n'est pas... ce qui ne relève pas de la partie règlement ou zonage, enfin de ce qui était le PLU autrefois, mais notamment les orientations de programmation du programme local de l'habitat. Pour continuer à creuser, là, parce que les OAP ont l'air d'être intéressantes quand même. Là, ça nous intéresse en tant qu'énergéticien. Est-ce que les OAP, ça fonctionne aussi bien sur des zones à créer que sur des zones existantes? C'est-à-dire qu'on a l'impression que les OAP se sont beaucoup focalisés sur les ZAC, les nouvelles zones. Est-ce qu'on peut aussi en faire sur des zones existantes? Parce que nous, on sait que c'est sur la zone existante qu'il va falloir bosser. Et donc, j'arrivais à la question de la ZAC. On est toujours aussi dans des approches négociées. Une collectivité peut, dans une ZAC, donc dans l'urbanisme opérationnel, demander un niveau de performance, en fait. Alors, peut-être pas sur l'outil pour l'atteindre, mais une approche plus performantielle de l'urbanisme et à creuser. Donc, tout ça est un grand chantier de réflexion et de travail. Mais les documents d'urbanisme, pour les raisons évoquées, d'abord parce que ce sont des documents très larges, qui prennent du temps, qui sont donc fragiles juridiquement, ne peuvent pas porter des orientations de programmation très précises sur les réseaux. Donc c'est tout à fait complémentaire à des schémas directeurs ou d'une planification plus spécialisée plan climat. Et plutôt que de faire des documents qui soient trop lourds et qui deviennent en fait difficiles à manipuler, puisque l'objectif c'est de passer à une planification agile et intelligente, c'est plutôt de faire dialoguer les outils entre eux. Ça suppose d'être en perpétuel dialogue et interaction. Certains territoires l'ont fait, notamment je pense à Brest qui a fait un PLU facteur 4, donc avec un objectif ambitieux, et qui a conduit le PLU en même temps que le plan climat. Pour autant, le plan climat ne faisait pas partie du PLU, donc c'était une interaction, c'est aussi un moyen de dialogue. Donc on est beaucoup plus sur ces approches de souplesse et aussi il faut voir la planification comme une matrice possible d'intégration
obligatoirement négocier entre acteurs, entre collectivités, mais aussi avec les acteurs privés, les distributeurs d'énergie, qui mobilise l'expertise d'usage des citoyens, parce que l'objectif, c'est de faire changer aussi les pratiques, les comportements. Donc, il faut peut-être aussi le voir comme un outil d'intermédiation qui permet de faire de la pédagogie. On sent que c'est de la diplomatie fine, hein, votre histoire. Ça a l'air sensible. On croirait un discours sur l'Israël ou sur la bande de Gaza. C'est comme ça parce que les PLU, ils touchent à la vie des habitants. C'est-à-dire qu'un maire, quand il délivre un permis de construire, le permis de construire doit être conforme au PLU. PLUI, si on est en intercommunal. Donc, quand vous êtes maire, vous avez très régulièrement des habitants qui viennent vous voir, qui disent « Est-ce que là, j'ai le droit de construire ou pas? Est-ce que je peux agrandir ma maison? Est-ce que je peux diviser mon terrain pour faire une maison pour mes enfants ?» Et en fonction de ces demandes-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez regarder votre PLU, enfin, ou avec les services, hein, vous allez regarder le PLU pour savoir si c'est possible ou pas. Donc le caractère extrêmement prescriptif d'un PLU, plus il sera prescriptif, plus on va avoir d'habitants insatisfaits. Parce qu'à un moment donné, on va leur interdire des choses. Et donc, ils viennent vous voir en mairie, et s'ils sont vraiment très insatisfaits, ils attaquent le PLU. Comme c'est une procédure lourde, chaque fois qu'on a un PLU qui est menacé, c'est panique dans tous les services. Parce que s'il est annulé par un tribunal administratif, on en revient à celui de 10 ans avant, où vous avez enlevé tout ce qui protégeait un certain nombre de projets urbains. Donc, il y a le curseur à placer dans la prescription en fonction de combien on veut passer de temps en pédagogie pour expliquer que c'est pas si grave et que même si on fait pas la maison juste comme on voulait la faire, ça peut être pas grave quand même et qu'on peut quand même faire des choses. Mais si on est trop prescriptif, on va bloquer beaucoup et donc on part sur du contentieux qui permettent pas d'avancer. D'accord. Un autre témoignage d'élu sur la question du PLU et jusqu'où aller en prescriptivité? Alors, peut-être pas typiquement sur PLU, même si je partage évidemment les difficultés qu'on peut tous rencontrer avec un PLU qui parfois est vu comme un outil pour embêter les habitants. C'est un peu comme le législateur avec les styles. Je comprends. Mais il ne le fait pas exprès. Et donc, du coup, moi, sur la question énergétique, évidemment, on n'en est pas au stade où on est en train d'écrire des schémas qui de toute façon, ils ne sont pas prescriptifs par définition, mais qui seraient là aussi très contraignants. L'idée est déjà d'arriver, en tout cas à la métropole de Lyon, au moment où ils sont pris en compte par le PLUH. Et donc, nous, on entame cette révision du PLUH qui prend en compte quelques objectifs généraux de notre schéma directeur où nous en sommes. Mais lorsqu'on arrivera à la nouvelle écriture du PLUH, l'idée est que ce schéma directeur soit intégré dans la façon dont on construit, parce que j'entends toutes les réserves qui peuvent exister, mais quand on aménage une ZAC ou quand on développe une agglomération, on est obligé de penser en même temps à l'endroit où on mettra un certain nombre, à quel réseau on étend, où est-ce qu'on met des postes sources, comment on fournit l'énergie, où est-ce qu'on met finalement l'incinérateur ou l'UTVE, où est-ce qu'on la met. Enfin, je veux dire, on est obligé dans un PLUH de penser à tout ça en même temps. Sinon, ça veut dire que vous ne développez pas les véhicules électriques en même temps ou les véhicules qui roulent au gaz naturel. Vous développez pas, vous ne savez pas si vous développez plutôt le réseau de chaleur ou le gaz ou l'électricité pour chauffer. Et aujourd'hui, il me semble qu'on ne peut plus penser un PLUH, une politique publique, si on n'inscrit pas l'énergie en même temps. Et donc, à cette échelle métropolitaine, ce qui n'est pas la même chose d'une réflexion à l'échelle d'une commune où on est plus, ou même si la question énergétique est importante, on ne va pas décider tout seul d'un ensemblier de réseaux, de postes sources, d'un véhicule électrique, etc. On n'a pas la taille, la capacité. Alors qu'au niveau de la métropole, ça me semble important. Et ce qu'on espère avec ce schéma directeur des énergies, c'est d'être en capacité de donner des outils complémentaires d'analyse et de choix, parce qu'on va devoir quand même faire des choix.
On parle souvent de scénario, mais il va falloir choisir un moment concrètement. Si on rénove les réseaux, si on les étend, si on invente quelque chose de complètement différent, de moins coûteux. Et puis viendra ensuite, avec les usagers, la question des tarifs à un moment aussi de l'énergie dans une métropole. C'est pour ça que nous, avec le document, avec les services, nous, du coup, on travaille avec le PLUH, on travaille avec ceux qui sont sur les questions aussi traitement des déchets, etc., à la métropole, parce qu'on a besoin de toutes ces planifications, me semble-t-il, en même temps. Enfin, je sais que vous le partagez, hein, mais j'explique, je très bien. précise notre intention. Merci pour cette explication. On a fait à peu près le tour, je crois, Brigitte, de ce qu'on voulait vous raconter. La parole est à la salle. Donc vous avez vu, d'abord, je vous remercie pour la franchise de vos réponses, parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut affronter la réalité des difficultés de la planification et aussi ses potentiels. On va donner un peu la parole à la salle. N'hésitez pas à faire des propositions. Je pense que c'est bien. On va essayer de faire des crash tests. Donc il y a un monsieur devant. Un monsieur à gauche, il y a des dizaines de questions. On va y aller doucement, on a 20 minutes. Alors, on commence par monsieur devant, si c'est possible. J'en profite pour remercier les hôtesses qu'on ne remercie pas assez de monter et de descendre des marches toute la journée. Devant, premier rang. Merci de se présenter. Bonjour à tous, donc Erwan Lemarchand, directeur énergie de la métropole européenne de Lille. Donc merci pour vos interventions qui étaient très, très claires. Une remarque, je suis dans l'énergie depuis peu et je viens du monde de l'eau. Et je trouve qu'on est assez frileux finalement dans la logique PLU énergie, puisque dans la logique PLU eau, on est très prescriptif. On dit où il y a des zones collectives, on dit où il n'y en a pas. Donc on impose aux gens leur raccordement obligatoire au réseau collectif ou pas. Et sur le pluvial, depuis maintenant 15 ans, on impose des limitations de débit et des techniques de gestion des eaux pluviales qui sont plus complexes que ce qu'on faisait avant. Et je n'ai pas souvenir que ça posait d'énormes problèmes en termes de risques juridiques. Donc je trouve que sur l'énergie, on pourrait être aussi inventif et aussi prescriptif qu'on a pu l'être sur l'eau. Donc c'est première remarque. Deuxième remarque aussi sur l'eau, je suis très surpris aussi sur la manière dont nos partenaires ERDF, GRDF s'approprient finalement la gestion des réseaux. Je trouve que dans le monde de l'eau, on a plus facilement des données sur le fonctionnement des réseaux d'eau. Et les autorités délégantes sont beaucoup plus prescriptives sur les investissements que nous le sommes sur les réseaux d'électricité ou de gaz. Et que finalement, j'ai aimé hier l'intervention de Jean-Paul Delevoye en disant que le sujet demain, c'est le sujet des territoires et que finalement, il va falloir aussi qu'on ait des partenaires ERDF, GRDF qui comprennent bien que l'enjeu est territorial et que les données vont devoir être ouvertes très largement sur les territoires et qu'il va falloir qu'on arrête de nous dire oui, elles sont secrètes, etc. Oui, on est aussi soumis à la CNIL. Oui, on peut aussi être dans les mêmes configurations qu'eux et que les données, on doit y avoir accès rapidement. Donc ça, c'était juste une première remarque. Une question pour Lyon, parce qu'on a la même problématique à la métropole, c'est la question des frontières. Et finalement, on a introduit un peu, nous, un concept de frontières floues, parce que finalement, quand on fait des projets d'énergie, on s'aperçoit parfois qu'il faut dépasser les frontières. On a un centre de valorisation énergétique à côté de la Belgique, et on se dit qu'il y a de la chaleur, peut-être qu'il faut aller la montrer et la mettre en Belgique. On a des champs d'éolien en Picardie, et que peut-être que la métropole européenne de Lille a intérêt à récupérer une partie de cette énergie. Et donc finalement, comment à Lyon vous gérez dans votre stratégie cette logique de frontières et comment vous travaillez avec vos partenaires frontaliers sur les problématiques de planification énergétique? Merci. Je vais laisser Hélène Geoffroy répondre sur les deux premières parties. D'abord, merci sur l'éclairage sur l'eau. D'ailleurs, mon cerveau gauche travaille sur les déchets. Et effectivement, dans le domaine des déchets, c'est pareil. On a des données quand on pèse les poubelles à l'échelle du bâtiment, à l'échelle individuelle. J'ai jamais entendu la CNIL nous poser énormément de problèmes sur le sujet. D'ailleurs, on en discute. Et dans la négociation actuelle, c'est clair que les ICS vont sérieusement évoluer, puisque les données ICS à la Maïris vont être à peu près clarifiées. Donc, normalement, on doit avoir plus. Mais vous avez raison, dans le domaine de l'eau ou des déchets, on a tout ça. C'est important de le rappeler et qu'il y a quelques blocages aujourd'hui, mais qui sont en train d'être levés. Vraiment, je crois que la négociation est en cours. Tu m'autorises à être un peu iconoclaste sur cette question-là? Soyons iconoclastes. Bon, donc tous ceux qui sont chez GRDF et ERDF se bouchent les oreilles. La différence Ça permettra de voir qui se bouche les oreilles dans la salle. La différence entre l'eau et l'énergie électrique ou gaz, c'est qu'en énergie électrique ou gaz, vous avez un monopole historique avec des grands opérateurs, une concession
obligatoire, où vous discutez quasiment rien sur les contrats de concession, et puis une péréquation tarifaire nationale. Dans le domaine de l'eau, on a un paysage qui est éclaté entre plein de délégataires différents, pas de péréquation tarifaire, ça interroge d'ailleurs certains qui aimeraient bien y revenir, et je pense que ce que vous citez dans la comparaison et dans les différences entre les deux domaines, ça vient pour beaucoup de là. Au passage, dans les réseaux de chaleur, vous avez bien entendu la donner au bâtiment, par principe, puisque vous êtes en bas du bâtiment, par principe. Madame Geoffroy. Les questions de frontières, en tout cas, pour sortir de la métropole de Lyon, j'ai un exemple sur lequel nous sommes en train, je l'ai rapidement cité, qui est celui du bois, parce qu'effectivement, vous parliez d'éoliennes d'une part, ou comment s'appuyer sur ce qui est fait à côté. Nous avons la région Rhône-Alpes, qui est une région qui a donc les forêts et une tradition d'exploitation du bois, et nous avons constitué une association, un regroupement entre la région, la métropole, pour traiter la question de la filière bois, donc son acheminement, les tarifs, etc. Nous sommes au début de cette histoire-là, parce que la région, en même temps, est dans les différents pays qui la constituent, pays ou territoires, en train de travailler à la restructuration de cette filière. Et donc, il me semble que c'est l'une des façons de le faire, hein, c'est aussi de s'appuyer sur les compétences qui nous entourent. Et là, dans le cas d'espèces, c'est la compétence régionale. Alors, c'est tout neuf. J'espère, voilà, si je reviens voir dans un an, pouvoir vous dire que nous avons contribué à une filière qui est en train de se structurer au fait qu'elle s'écoule, que le bois permette d'alimenter tous nos réseaux de chaleur, parce que la plupart de ceux de la métropole de Lyon sont des réseaux biomasse, pour partie en tout cas. Voilà, par exemple. On voit même d'ailleurs dans ce genre d'idée des SEM se créer avec des agglomérations justement sur la question de l'approvisionnement du bois, et ce qui crée d'ailleurs un lien entre communes rurales et communes urbaines. On a d'ailleurs pour votre information créé une charte de partenariat entre la FNCOFOR et Amorce, Amorce représentant plutôt les réseaux de chaleur au bois et la FNCOFOR les communes forestières, pour développer des projets alliant urbain et rural. D'ailleurs, je tiens à dire que pour ceux qui ne l'auraient pas encore pensé, on avait prévu de faire venir un témoignage de plutôt un élu rural, et malheureusement il a eu un problème personnel, et nous avons une table ronde assez urbaine, que les ruraux nous en excusent. On a vraiment essayé de ne pas le faire comme ça, mais il y a eu un problème hier soir. On avait un rural hier soir, mais il a eu un souci. Deuxième question, c'était, il y en a deux là-bas, les trois là, on va faire un package si vous voulez bien. On va vous entendre et puis on répondra aux trois en même temps. Et puis ensuite il y a un pôle là-bas en haut, je crois. Bon, moi, je me présente Jean-Éric Donnette, mais je suis venu à titre individuel. Je suis un ingénieur électrotechnicien en retraite. Ma question, c'est sur les réseaux, mais au sens des réseaux stations de service. C'est-à-dire qu'au niveau de la transition énergétique, de la COP21, l'objectif principal, c'est bien de sortir de l'énergie fossile. Donc, c'est au niveau des transports, c'est compter sur d'autres vecteurs que l'essence, que le pétrole. Et donc, ça veut dire le véhicule électrique ou alors accumulateur à hydrogène. Or, pour ça, il faut un réseau de stations de recharge. Et j'en ai pas entendu du tout parler. Alors, qui est-ce qui va promouvoir ça? Parce que, bon, si je prends les véhicules électriques, on n'en vend pas, parce qu'on vend relativement peu, parce qu'il n'y a pas de station. Et les stations, disons les industriels ne vont pas en faire, parce qu'il n'y a pas de véhicule électrique. Donc c'est un peu le cercle infernal. Pareil pour les accumulateurs hydrogène. Très bien, on fait court. Pardon, c'est les messieurs là-bas. S'il y avait des réactions, on va le faire dans l'ordre. Oui, bonjour à tous. Je suis M. Biras Dominique, vice-président de la communauté d'agglo de la Guadeloupe. Vous allez me dire quelle est ma venue ici en parlant de transition énergétique, et ma question abordait un peu celle de monsieur, parce que, étant de l'outre-mer, au niveau des assises, on a oublié l'outre-mer, parce qu'on utilise uniquement de l'énergie fossile. Et on parle de transition énergétique, et je pense que nous sommes européens, comme le veut la tradition. Mais aussi, ma question venait aussi sur le volet du monsieur de Rennes, sur le PDU, le plan de déplacement urbain, où il a dit qu'il allait avoir un volet qu'il allait développer sur la transition énergétique, dois-je comprendre?
Merci. Il y avait une troisième personne à gauche. Bonjour, Pierre Calzaz. C'est en ma qualité d'ancien magistrat administratif que j'interviendrai, si vous voulez. Et je vous ferai juste 2 remarques. En premier lieu, les plans d'urbanisme, ils sont attaquables, c'est contestable, et c'est quand même heureux, puisque c'est le fondement de notre démocratie, que les citoyens puissent les remettre en cause. En second lieu, de mon expérience, je peux vous dire que la complexité avant la loi de transition énergétique, avant la constitution des schémas régionaux et leur prescriptivité, dont je parlerai après, était déjà assez grande, car vous aviez 2 notions qui étaient celle de la compatibilité, celle de la conformité. On a ajouté celle de la prise en compte. Je peux vous dire que le juge administratif, dans le distinguo entre la compatibilité et la conformité, il s'arrachait déjà les cheveux et ça a donné lieu à des contentieux qui remontent jusqu'au Conseil d'État. Alors pour la prise en compte, je laisse les élus locaux le grand plaisir qu'ils vont avoir et leurs services de faire des documents qui soient conformes à cette réglementation particulièrement complexe. Et pour l'illustrer, je vous donnerai juste un exemple. Les élus qui sont là le savent. Par exemple, dans les zones agricoles non constructibles, eh bien, la zone agricole est décrétée et considérée comme régulièrement agricole, même s'il n'y a pas d'exploitation agricole. Et on est dans le droit antérieur. Donc, ce que je crains aujourd'hui, c'est que l'empilement des normes prescriptives avec des concepts nouveaux tels que ceux qui sont apparus comme la prise en compte laisse le champ ouvert à des contentieux dont on n'a pas fini de parler, même si l'on veut maintenant que la contestation soit réduite et que l'intérêt à agir soit aussi réduit. Voilà, merci. Bien, on va essayer de répondre ou de réagir à ces trois remarques. Donc, une sur la voiture électrique, une sur la place des DOM et une sur conformité, compatibilité et prise en compte. Au passage, je prends en vol la dernière en disant, ce qui est bien avec les juristes, c'est qu'ils nous confirment qu'on va en baver. Ça serait bien qu'ils nous aident à en baver moins. Et je vous fais une invitation au nom d'Amorce. On a besoin de juristes pour nous expliquer ce qu'on peut écrire dans un certain nombre de documents pour être effectivement blindé et pas aller au théâtre trop souvent. Sur la question de la voiture électrique, là je répondrai au nom d'Amorce. Mais vous y avez peut-être une réaction. Je vous donne la parole juste après. Quelque part, là où vous avez raison, c'est de faire le lien entre la voiture électrique et la planification. Aujourd'hui, on n'a pas totalement... C'est pas totalement approprié la montée en puissance de la voiture électrique dans la planification, à la fois dans la planification technique, on parlait du renforcement des réseaux. Comment va-t-on renforcer les réseaux pour intégrer les bornes? Qui va payer ces renforcements de réseaux? Qui va payer les bornes? Donc ça pose beaucoup de questions. Au-delà, j'allais dire, du bénéfice, on va dire en tout cas partiel de gaz à effet de serre, entre autres, ça pose quand même beaucoup de questions qui n'ont pas été résolues sur la place de la voiture électrique et ses impacts sur le tissu urbain. Et nous, on attend avec impatience qu'il y ait un vrai travail de fond. Peut-être qu'il faut que les universitaires s'emparent du sujet, que ce soit, si possible, pas des opérateurs énergétiques, merci pour eux, pour se poser la question, si demain on a un parc de voitures électriques qui décuple, qu'est-ce que ça a comme impact sur nos réseaux, sur nos territoires, etc. Et ça manque sérieusement dans le débat. Mais c'est peut-être, monsieur, voulait dire autre chose. Oui, Daniel Charbonnel, je suis vice-président du syndicat des énergies de l'Isère. Alors juste, je vais vous faire part enfin, pas vraiment encore de notre expérience, mais de où on en est. Bon, vous savez que l'ADEME a lancé des appels à projets. L'État a lancé des appels à projets auprès des opérateurs privés. Donc nous sommes inscrits dans la démarche, le syndicat, pour l'ensemble du département de l'Isère. Nous allons installer en 2 ans, 2016-2017, 300 bornes, 310 je crois. Nous venons de passer un marché de fourniture-installation pour 4 départements parce qu'on a fait un groupement d'achat avec la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes et la Loire, je crois. Enfin bref, 4 ou 5 départements pour 1000 bornes au total. Et qui va payer? Donc il y a les aides de l'ADEME. Le syndicat, sur ses entre guillemets fonds propres, va participer et on fait appel ensuite aux communes d'implantation ou aux communautés de communes parce que le niveau pertinent, c'est certainement la communauté de communes. Si on l'implante dans la commune A, ce n'est pas parce que les habitants de la commune A en ont plus besoin, c'est parce que c'est le mieux placé pour le secteur. Et donc, on fait appel aux intercommunalités ou aux communes, à eux de s'entendre, à leur niveau, de savoir qui paye quoi. Et le syndicat prendra en charge le déficit de fonctionnement tant qu'il y en aura un, puisqu'au départ, il y en aura forcément un. Voilà.
Merci, ça nous donne une première piste de montage financier, mais ça veut dire que le contribuable, sous une forme, parce que je vous rappelle, là, c'est l'administrateur de l'ADEME qui parle, l'ADEME est financé par aussi le contribuable. Hein. C'est principalement de la taxe sur la décharge qui finance l'ADEME. C'est comme quoi. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a des réactions? La voiture électrique, les DOM. Alors sur les DOM, je vous invite effectivement à vous rapprocher effectivement des travaux côté Amorce sur le développement des ENR dans les DOM en particulier, et pour être allé à la Guadeloupe il n'y a pas longtemps pour parler méthanisation. Je crois qu'il y a pas mal de beaux projets, en particulier sur la valorisation énergétique des déchets et sur prescriptivité ou plutôt l'intervention juridique sur vous risquez d'aller au casse-pipe. Sur le PDU de Rennes aussi, puisque monsieur de la Guadeloupe m'interrogeait sur le PDU de Rennes Métropole. Donc le PDU de Rennes Métropole jusqu'à celui qui est en cours actuellement, il était très axé transport public, transport collectif public. Une deuxième ligne de métro, des investissements lourds, des bus en site propre, enfin tout ça a été mis en œuvre dans le PDU. Et puis là, on est en train d'en réécrire un, et on se dit qu'avec tous les efforts qui ont été faits sur le transport collectif public, maintenant la problématique, elle est un petit peu autre que ça. On s'aperçoit que les investissements, la progression des investissements, elle n'est pas assortie d'une progression de la fréquentation, au moins quand on est dans les communes suburbaines. Et donc la logique, maintenant, on est en train de se poser d'autres questions et de dire notre PDU, son premier axe principal, il doit être comment diminuer la part de la voiture solo. Parce que c'est ça le problème qu'on a, nous. Enfin, qu'on a identifié sur notre territoire. Le problème, il n'est plus de redensifier encore le réseau, enfin, il est un peu ça, mais il n'est plus ça comme première priorité. Donc là, tout l'axe du jeu sur lequel on va travailler, on est en train de travailler, c'est comment on fait pour diminuer la part de la voiture solo, et en particulier, je vous ai montré le modèle de Ville-Archipel. Ça, c'est plutôt bien sur la qualité de vie, sur la capacité à adapter chacune des communes au changement climatique, sur un tas de sujets. C'est plutôt moins efficace sur le transport public. Donc ça génère la voiture solo. Et donc à un moment donné, dans notre planification, on se dit, on a choisi ce modèle-là de développement, c'est celui qui est propre au territoire, modèle urbain. Il a des avantages, il a des inconvénients. Comment on travaille l'inconvénient pour qu'il ne devienne pas très supérieur à tous les avantages qu'on a pu avoir. Je fais juste un instant sur la voiture électrique. Il y a un lien d'ailleurs. J'ai très envie de poser la question à l'élu local. D'habitude, l'élu, il se dit toujours coût-bénéfice, surtout dans ces budgets difficiles. Et la question, c'est combien je mets sur la voiture solo, sur le non-étalement de la ville, etc. Combien je mets sur la voiture électrique, combien je gagne en termes d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et peut-être qu'il y aura des choses qui émergeront, qui n'émergent pas, alors que là, aujourd'hui, il y a une sorte d'évidence à la voiture électrique. Il va falloir avoir une approche beaucoup plus transversale de la réduction des impacts. Donc on a commencé, Rennes Métropole avait un plan de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques depuis 3-4 ans. C'était dans le PDU là, qui se termine. On en a développé un certain nombre. On s'aperçoit que la fréquentation des bornes qui ont été déployées dans la ville-centre, globalement dans le cœur de métropole, c'est pas mal. Dès qu'on a mis des bornes de recharge dans les communes périphériques, la mienne, devant la Poste, on a une borne de recharge électrique, le taux de fréquentation, c'est quelques fois par an. Donc on a suspendu le plan de déploiement et on a regardé avec le syndicat départemental d'énergie qui a son propre plan de déploiement. Et puis en plus, on a des opérateurs privés. Moi, j'ai entendu parler de Bolloré qui vient déployer sur notre territoire. Et à un moment donné, on est en train de se dire, compte tenu de l'investissement qu'il faut mettre, de l'argent, y compris de l'argent public du contribuable qu'on met pour le taux d'utilisation, il faut qu'on arrive à coordonner l'ensemble. Ça pose la question des frontières des territoires, ce qui a été posé. Si chaque opérateur, alors je ne sais pas s'il a, mais j'ai entendu que dans l'Isère, il jouait aux 1000 bornes, c'est bien, mais est-ce que vous avez coordonné avec la métropole de Grenoble, qui, si ça se trouve, a aussi un plan? Et à un moment donné, vous allez avoir, moi, ma commune, elle est en frontière de la métropole. On a une borne et la commune voisine qui n'est pas dans la métropole, qui est à 3 km, elle va avoir sa borne aussi.
Tu t'aimerais développé par le SDE. Moi, je dis, je suis pas sûr que l'argent public qu'on y a mis, Je crois de il valait mémoire que l'enjeu. dans le nouveau SRCAE, ou plutôt on a une obligation de travailler sur la coordination de la montée en puissance de la voiture électrique. Donc on peut imaginer à l'échelle régionale un peu de coordination de tout ça, comme ça sera le cas dans la rénovation, etc. Mais Donc nous, peut-être que c'est un vœu on a pieux. suspendu le plan sur la métropole, le temps de D'accord. discuter avec le SDE et de réfléchir. Hélène Geoffroy, sur la question de la voiture électrique, peut-être? Oui, c'est aussi un réel développement avec les compagnies privées. Nous avons Bluely concept Bluely à la métropole de Lyon, avec un des quartiers qui est un des quartiers émergents, qui est la Confluence, hein, rénové, rebâti, et puis qui s'est développé sur l'ensemble de la métropole. Nous, ça fait partie clairement vous allez dire, je reviens à notre schéma directeur des énergies, mais c'est un des sujets en réalité, parce que la question des bornes en elles-mêmes est un sujet, parce y compris par l'énergie dont elles ont besoin si on veut faire de la recharge rapide, hein. Je précise aussi que ça en consomme, et donc nous sommes au moment où, entre ce que la loi a annoncé en disant qu'il faudrait les multiplier, ce que nous sommes en capacité de faire, nous sommes aussi dans cette phase aujourd'hui de réflexion et en disant le schéma directeur des énergies sera un des outils qui permettra de clarifier le développement de la voiture électrique, même si dans la partie mobilité de la métropole, l'enjeu est de développer le véhicule électrique, mais finalement, avec mon collègue VP, nous sommes en train de nous dire qu'il y a une connexion à faire très forte entre la question d'énergie et la question mobilité dans la métropole. Ça vous permet de faire un travail de simulation pour voir les conséquences sérieuses de l'arrivée de la voiture électrique. Parce qu'en fait, elles n'ont pas été regardées de ce point de vue-là. Absolument. Ça a été regardé du point de vue uniquement véhicule électrique propre, etc. Très bien. Il y avait un pôle de questions là-bas. On en prend 2-3 et après, on sera obligé de rendre l'antenne, comme on dit. À moins qu'il n'y ait plus de questions. Plus de questions? Allez, il y a une question là-bas, un peu plus centrale finalement. Et on n'a pas causé risque juridique. Alors oui, sur risque juridique, à part qu'il faut qu'on ait peur. On verra. On verra. Oui, je crois que dans un certain nombre de domaines, les élus, ils ont le courage d'y aller aussi. Hein. Ça ne sera pas la première fois qu'un élu se retrouvera au Pour théâtre. illustrer, en attendant la question, on parlait de ZAC tout à l'heure et de choses dans les ZAC de la ville de Rennes. Quand il y a le réseau de chaleur à proximité, il y a une obligation de raccordement au réseau de chaleur. Et les promoteurs c'est dans le cahier des charges de la ZAC. C'est ça. Soit les promoteurs ils veulent construire et ils viennent et ils acceptent la condition, soit ils n'ont pas envie de construire et ils n'ont pas envie de faire du chiffre d'affaires. Et on leur dit, c'est pas grave, vous ne faites pas, mais si vous voulez venir, la condition c'est ça. Donc on est aussi capable parfois d'oser. C'est juste de placer le curseur entre ce qui va générer un risque et à quel niveau on est capable d'entraîner suffisamment la population pour faire prendre en compte les choses sans être trop prescriptif et donc sans générer ce risque. C'est un point d'équilibre, c'est la noblesse de la tâche des élus et on essaye de s'y astreindre. On va essayer modestement de vous accompagner parce que c'est un peu le travail qu'on s'est donné cette année avec l'AFNO, d'essayer de voir jusqu'où on pouvait aller dans ces documents sans vous mettre en péril majeur. Dernière question. Alors, bonjour, Xavier Cordier, GRDF. Vous êtes bouché les oreilles ou pas? Non, pas du tout. Je m'en doutais, je m'en doutais. Donc, quelques remarques, simplement. La première, GRDF, on est promoteur de la planification énergétique. Et on aimerait simplement, ce qu'on fait passer comme message, qu'il nous semble essentiel que cette planification énergétique soit faite en coordination avec l'ensemble des acteurs, dont les gestionnaires de réseaux de chaleur et le gestionnaire ERDF. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est certes, le réseau de gaz naturel appartient et la propriété des collectivités locales, mais on est quand même dans un monde concurrentiel. Et je pense que la concurrence entre le prix des énergies contribue, si vous voulez, à l'innovation. Et à l'innovation qui va permettre, in fine, de proposer des scénarios qui vont permettre de diminuer les consommations énergétiques et donc de faire diminuer les factures énergétiques pour l'usager. Parce qu'on l'a bien dit, ce qui est au cœur des enjeux, c'est l'usager et c'est la consommation énergétique. Et je pense vraiment, et on pense que c'est sain d'avoir une concurrence entre réseaux, d'avoir certes une concertation, mais également une concurrence,
Et on a besoin de la planification énergétique aussi pour justement mesurer nos investissements. Et cette concurrence va permettre aussi donc de rentabiliser aussi les investissements qu'on va faire dans le sens de la planification énergétique. Et pour répondre à Monsieur Le Marchand, parce que je travaille sur je travaille sur la région de Lille, c'est vrai on a des obligations, notamment par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et puis la CNIL. C'est pas si évident que ça, mais on fait. Dès lors qu'on le peut, on transmet les données. On l'a fait par exemple ici à la CUD, dans le cadre de l'analyse d'un ASPAT REGES. Donc on le fait et c'est peut-être pas évident, mais en tout cas on le fait. Merci pour ce témoignage. D'ailleurs, au passage, moi j'atteste que dans les négociations actuelles nationales, les gestionnaires ont la volonté d'avancer sur ces questions d'accès aux données. Bon, par contre, si j'étais un peu taquin, vous êtes pour la concurrence entre réseaux, pas dans votre réseau. C'est ça? C'était pour finir. Je suis taquin, excusez-moi. On va devoir donc effectivement clore cette séance. J'espère qu'on a été suffisamment franc du collier dans cette thématique un peu particulière. On se rend bien compte que la planification, ça aide vraiment à évaluer, ça aide vraiment à mobiliser, ça aide à faire converger des initiatives entre des acteurs, ça peut aider à encourager en s'appuyant sur des systèmes de financement, ça peut aller jusqu'à prescrire, mais attention, il faudra qu'on regarde avec nos amis juristes où limiter le risque. On sent bien que de manière générale, il faut que la planification s'approprie la question énergétique et que l'énergie s'approprie la question de la planification. Et j'espère qu'au bout du bout, le SCOT de Olivier Dehaze et le schéma des énergies d'Hélène Geoffroy permettront d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés dans leur plan climat. Et donc on leur donne rendez-vous dans quoi, une dizaine d'années, c'est ça? Pour voir si ça a marché? Voilà, et j'en profite parce que j'ai la parole et que c'est peut-être pas si souvent que ça, même si je suis un ancien des assises. Je voudrais vraiment remercier les organisateurs de ces assises. Je suis un grand spécialiste des colloques. Je ne sais pas si vous voyez un peu la qualité du travail qui est fait dans ces assises de l'énergie de Dunkerque. J'ai une pensée très particulière pour Frédéric Mabille et pour Laurent Sistre, qui font vraiment un travail extraordinaire avec leurs équipes pour monter ces assises. Donc voilà, comme je suis un peu un habitué et qu'à chaque fois je vous vois plus nombreux et qu'ils sont 2800 cette année, c'est une collectivité locale qui organise tout ça et ça montre un peu la puissance de feu d'une collectivité quand elle se met en marche. Et je tenais à les remercier. Merci à tous pour votre activité, réactivité, votre écoute et puis à très bientôt quelque part. Prochaine journée d'amorce, la planification énergétique, 5 avril à Paris. Je ne l'ai pas fait exprès. Merci, au revoir.